Catherine Morland, partie 6, chapitre 26. Ce même sujet revint fréquemment dans les conversations de Henri et des deux jeunes filles. Catherine découvrit que ses amis étaient d'accord pour considérer que le nom obscur de mademoiselle Torp et son peu de fortune seraient des obstacles à son mariage avec Frédéric. Ils étaient sûrs que ces deux considérations, indépendamment des critiques qu'on pouvait faire du caractère d'Isabelle, suffiraient à motiver le veto du général, ce qui ne laissait pas de causer à Catherine quelques craintes personnelles. Son nom n'avait pas plus d'éclat, et peut-être avait-elle aussi peu de fortune. Et si Louard et Tilney n'avait pas, lui, assez de lustre et de richesse pour ne rien exiger de sa femme, qu'exigerait donc de la sienne le frère cadet ? Elle ne parvenait à s'apaiser qu'en songeant à l'affection particulière qu'elle avait su inspirer au général. En raison des sentiments désintéressés dont il avait fait étalage plus d'une fois, elle était bien forcée d'admettre que les questions d'argent lui étaient plus indifférentes que ne le croyaient ses enfants. Pourtant, ceux-ci étaient si convaincus que leur frère n'oserait solliciter en personne le consentement paternel. Ils assuraient avec tant d'insistance que l'arrivée de Frédéric n'avait jamais été si peu probable que la crainte d'avoir brusquement à lui céder la place cessa de hanter Catherine. Mais, comme il n'était pas à prévoir que le capitaine Tilney, quand enfin il présenterait sa requête, dût faire un exposé bien exact de la situation, il lui semblait loyal que Henri soumît à son père les renseignements qu'il avait sur Isabelle. Dès lors, en présence de sérieux éléments d'appréciation, le général ne se buterait plus à un misérable souci financier et pourrait établir son opinion d'une façon impartiale. Elle le dit à Henri. Contrairement à l'attente de Catherine, il ne s'éprit pas de cette idée. Non, c'est à Frédéric qu'il appartient de faire l'aveu de sa folie. Il racontera lui-même son histoire. Mais il n'en dira que la moitié. Un quart suffira. 2 jours passèrent, qui n'apportèrent point de nouvelles de Frédéric. Le frère et la sœur ne savaient que penser. Tantôt il leur semblait que ce silence prouvait la réalité de l'engagement, tantôt que ce silence était tout à fait incompatible avec un tel engagement. Quoique très offensé que son fils négligeât de lui écrire, le général vivait placide. Rendre le séjour de Northanger agréable à mademoiselle Morland était sa préoccupation capitale. Souvent, il formulait des doutes sur la réussite de ses efforts. Une vie si unie, parmi des personnes toujours les mêmes, ne lui paraissait-elle pas fastidieuse ? Il eût souhaité que Lady Fraser et sa famille fussent dans le pays. De temps à autre, il mettait en avant un projet de dîner d'apparat et, 1 ou 2 fois même, calcula le nombre des couples de danseurs qu'on pourrait recruter à l'environ. Mais que pouvait-on organiser d'attrayant à cette morne époque de l'année ? Ni gibier à plumes, ni gibier à poil, et les ladies Fraser n'étaient pas là. Le tout aboutit un beau matin à une proclamation. Au prochain séjour de Henri à Woodstown, on y irait le surprendre et manger le mouton avec lui. Henri se déclara très flatté, très heureux. Catherine était enchantée. « Et qu'en pensez-vous, monsieur, dit-il à son père, que je puisse espérer ce plaisir ? Pour l'assemblée paroissiale, il faut que je sois lundi à Woodstown, et je serai probablement obligé d'y rester 2 ou 3 jours. Bien, bien, nous irons vous voir un de ces jours, au petit bonheur. Il n'y a aucune nécessité de fixer le jour. Vous n'aurez pas à vous déranger. Ne changez rien à vos habitudes. Ce que vous aurez à la maison suffira. Je crois pouvoir répondre de l'indulgence de ces jeunes femmes pour la table d'un célibataire. Voyons, lundi, vous serez très occupé. Ce ne sera pas pour lundi. Et mardi, je serai très occupé. J'attends mon intendant de Brockham. Il a son rapport à me faire dans la matinée et l'après-midi, je ne puis décemment m'abstenir de paraître au cercle. Réellement, je ne pourrais plus affronter les gens de ma connaissance si je ne m'y montrais pas. On sait que je suis dans le pays. On prendrait fort mal mon abstention. Et se met une règle, Miss Morland, de ne jamais blesser un de mes voisins quand, au prix d'un léger sacrifice, je puis m'en dispenser. Ce sont gens d'importance.
2 fois par an, je leur envoie un demi-chevreuil, et je dîne avec eux quand ce m'est possible. Mardi est donc, pour ces motifs, hors de question. Mais mercredi, peut-être. Henri, pourrez-vous nous attendre? Nous serons chez vous de bonne heure, que nous ayons le temps de jeter un coup d'œil autour de nous. Il nous faut 2h45, je pense, pour aller à Woodstown. Nous monterons en voiture à 10h. Ainsi, vers 1h moins un quart, mercredi, vous pouvez vous attendre à nous voir. Un bal même n'aurait pas fait plus de plaisir à Catherine que cette petite excursion. Elle désirait tant connaître Woodstown. Son cœur bondissait encore de joie quand Henri, environ 1 heure après, entra botté et en manteau et dit « Je viens, jeune femme, et sur un mode moralisateur, vous faire constater que nos plaisirs doivent toujours être payés et que souvent nous donnons l'argent comptant du bonheur immédiat contre une traite sur l'avenir à laquelle le signataire peut fort bien ne pas faire honneur. Mon exemple en témoigne avec éloquence. Du fait que je puis espérer vous voir à Woodstown mercredi, ce que le mauvais temps ou 20 autres causes peuvent empêcher, me voilà obligé de partir sur l'heure, et 2 jours plus tôt que je ne voulais. »« Partir ?» dit Catherine, dont la figure s'allongea. « Et pourquoi ?»« Pourquoi ?» dit Henri. « Comment pouvez-vous poser cette question ? Parce qu'il me faut le temps d'affoler ma vieille gouvernante. Parce que je dois faire préparer un dîner pour vous, j'imagine. »« Oh, ce n'est pas sérieux. » « Si, et triste, en outre. Je préférerais de beaucoup rester ici. »« Pourtant, après ce qu'a dit le général, quand il se montre si particulièrement soucieux de ne vous causer aucun embarras. » Henri se contenta de sourire. « C'est tout à fait inutile pour votre sœur et moi, vous le savez bien, et le général a posé pour condition que vous ne prépariez rien d'exceptionnel. Enfin, même s'il n'avait pas fait la moitié des recommandations qu'il a faites, il se consolerait aisément, à sa propre table, de s'être trouvé, une fois par hasard, en présence d'un repas qui ne fut pas succulent. Je voudrais pouvoir raisonner comme vous, pour lui et pour moi. Au revoir. Comme c'est demain dimanche, Éléonore, je ne reviendrai pas. » Il partit. C'était pour Catherine une opération plus simple de douter de son propre jugement que de celui de Henri. Elle ne tarda donc pas à lui donner raison, quelque peine qu'elle eût de ce départ. Mais la conduite du général ne restait pas moins inexplicable pour elle. Qu'il aimât fort la bonne chère, elle l'avait remarqué sans le secours de personne. Mais pourquoi disait-il une chose alors qu'il en pensait une autre ? À ce compte, on ne pouvait jamais se comprendre. Qui, sauf Henri, aurait deviné ce que désirait le général ? Du samedi au mercredi, elle serait privée de la présence de Henri, c'était le final de ses réflexions. Et certainement, la lettre du capitaine Tilney allait arriver, et mercredi, elle en était sûre, il pleuvrait. Le passé, le présent, l'avenir étaient également moroses. Son frère était si malheureux, la perte qu'elle avait faite en Isabelle, si grande. Éléonore aussi serait moins gaie en l'absence de Henri. Et Catherine, qu'est-ce qui pourrait bien l'amuser ? Elle était blasée sur les joies toujours pareilles que donnent les bois et les pépinières. Et l'abbaye, maintenant, ne l'intéressait pas plus que toute autre demeure. La seule émotion qui pût résulter pour elle de l'abbaye était d'ordre désagréable, puisque ces lieux lui remémoraient sa folie. Quelle révolution dans ses idées ! Elle qui avait tant désiré se trouver dans une abbaye, maintenant son imagination se complaisait à évoquer le décor simple d'un presbytère, quelque Fullerton mieux aménagé. Fullerton avait ses défauts, Woodstown n'en avait nul. Ce mercredi arriverait-il jamais ? Ce mercredi arriva exactement à son tour dans la semaine. Il arriva par un beau temps. Catherine nageait en plein ciel. Vers 10h, une voiture à 4 chevaux sortait de l'abbaye. 20 milles furent franchis et les habitants de Northanger entrèrent dans Woodstown, vaste et populeux bourg agréablement situé. Catherine osait à peine dire combien elle en trouvait agréable le site, car le général semblait avoir honte d'un pays si plat et d'un village moins grand qu'une ville. Mais, en son cœur, elle préférait Woodstown à toutes les localités qu'elle eût jamais vues, et elle regardait admirative les maisons et jusqu'aux échoppes. Au bout du village, et un peu à l'écart, s'élevait le presbytère, solide maison de pierre,
de construction récente, avec sa marquise et ses portes vertes. Comme la voiture approchait de l'habitation, Henri, avec les compagnons de sa solitude, un jeune Terre-Neuve de haute race et 2 ou 3 bassets, s'avança pour la bienvenue. Catherine était trop troublée en entrant pour rien remarquer ou rien dire, et quand le général lui demanda son impression, elle n'avait pas encore vu la chambre même où elle se trouvait. Regardant alors autour d'elle, elle découvrit que cette chambre était de tout point parfaite. Mais elle était trop réservée pour le dire, et la froideur de sa louange désappointa le général. « Nous n'appelons pas cette maison une belle maison. Nous ne la comparons pas à Fullerton et à Northanger. Nous la considérons comme un simple presbytère. Petit, restreint, nous l'avouons, mais peut-être habitable, et, en somme, pas inférieur à la plupart des autres. Bref, je crois qu'il y a peu de presbytères de campagne en Angleterre qu'il y soit, et de loin, comparables. Quelques améliorations seraient à propos, je suis loin de dire le contraire. On pourrait peut-être mouvementer la façade par un vitrage en saillie, mais entre nous, s'il est quelque chose que je déteste, ce sont bien ces raccommodages-là. » Catherine n'était pas en mesure d'apprécier l'importance de ce discours. La conversation, grâce à Henri, dévia. On apporta des boissons. Le général ne tarda pas à se rasséréner. Catherine s'acclimatait. De cette pièce, qui était une somptueuse salle à manger, on sortit pour visiter l'appartement. On montra d'abord à Catherine celui du maître de la maison. Pour la circonstance, un ordre minutieux y régnait. Puis on la conduisit dans une vaste pièce vacante qui serait plus tard le salon et dont les baies s'ouvraient sur un gai paysage de prairies. Spontanément, la visiteuse exprima son admiration et en toute honnête simplicité « Oh, pourquoi ne pas meubler cette pièce, monsieur Tilney ? Quel dommage qu'elle ne soit pas meublée. C'est la plus jolie chambre que j'ai jamais vue. C'est la plus jolie chambre du monde. » « J'espère bien, » dit le général, épanoui en un sourire, « qu'elle ne restera plus vide longtemps. Il appartient au goût d'une femme de l'aménager. » « Eh bien, » dit Catherine, « si la maison était mienne, je ne me tiendrais pas ailleurs qu'ici. Oh, parmi les arbres, quelle délicieuse chaumière. Mais ce sont des pommiers. Oh, c'est la plus jolie chaumière. Vous l'aimez ? Vous l'approuvez comme détail dans le paysage ? Il suffit. Henri, souvenez-vous, on avait dit à Robinson. Mais maintenant, la chaumière reste. Une amabilité si directe rendit Catherine circonspecte et, dès lors, silencieuse. Quoique instamment invitée par le général à choisir la couleur dominante du papier et des tentures, rien qui ressemblât à une opinion ne put être tiré d'elle. Son embarras persista jusqu'à ce que l'on fût au grand air et en présence de spectacles nouveaux. Une avenue créée, 6 mois auparavant, par Henri, et qui longeait 2 des côtés d'un pré, l'émerveilla, quoiqu'il n'y eût là nul arbre qui passât un arbuste en grandeur. Une flânerie à travers les prairies et le village, une visite aux écuries où il s'agissait de constater des perfectionnements, une amusante partie avec une nichée de jeunes chiens capables tout au plus de rouler sur eux-mêmes, et il était 4 heures. Catherine croyait qu'il était 3 heures à peine. À 4 heures, on devait dîner. À 6, repartir. Jamais jour n'avait été si bref. Elle remarqua que l'abondance de la chair ne paraissait causer au général aucun étonnement, et qu'il cherchait même des yeux, sur la table voisine, la viande froide qui ne s'y trouvait pas. Les observations de son fils et de sa fille furent différentes. Il l'avait rarement vu manger de si bon cœur à une autre table que la sienne, et ne l'avait jamais vu permettre avec tant de mansuétude au beurre fondu d'être huileux. À 6 heures, le général ayant pris son café, ils remontèrent en voiture. Il avait eu pour Catherine des attentions à ce point flatteuses et caractéristiques que, si les desseins du fils n'eussent pas été plus obscurs, elle eût quitté Woodstown sans que la rendît bien perplexe cette question: quand et dans quelles circonstances y reviendrait-elle ? Chapitre 27. Le lendemain arrivait cette lettre d'Isabelle. Bath, avril.
Ma très chère Catherine, j'ai reçu vos 2 gentilles lettres avec le plus grand plaisir, et j'ai à vous adresser 1000 excuses de n'y avoir pas répondu plus tôt. Je suis vraiment honteuse de ma paresse, mais en cet horrible lieu, on ne trouve le temps de rien faire. J'ai eu la plume en main pour commencer une lettre, presque chaque jour, depuis votre départ de Bath, mais j'ai toujours été empêchée par quelque importun. Écrivez-moi bien vite, je vous en prie, et adressez votre lettre chez moi. Dieu merci, nous quittons cette insipide ville demain. Vous partis, je n'y ai eu aucun plaisir. Il y a ici une poussière intolérable et chacun s'occupe de son départ. Je crois que si je pouvais vous voir, tout m'importerait peu, car vous m'êtes cher au-delà de toute expression. Je suis très inquiète de votre cher frère. Nulle nouvelle de lui depuis qu'il est retourné à Oxford, et je crains un malentendu. Vos bienveillants offices arrangeraient tout. Il est le seul homme que j'ai aimé et que je puisse aimer. J'espère que vous saurez l'en convaincre. Les modes du printemps commencent à se dessiner, les chapeaux sont affreux. J'espère que vous passez agréablement le temps, mais je crains bien que vous ne pensiez jamais à moi. Je ne dirai pas tout ce que je pourrais de vos amis de Northanger, parce que je ne voudrais pas manquer de générosité ou vous mettre en conflit avec des personnes que vous estimez. Mais il est très difficile de savoir à qui se fier, et les jeunes gens ne connaissent pas 2 jours de suite leurs propres intentions. Je me réjouis de le dire. L'homme qu'entre tous j'abhorre a quitté Bath. À cette marque, vous reconnaîtrez le capitaine Tilney qui, avant votre départ, me suivait déjà obstinément. Vous vous le rappelez, et m'importunait. Ce fut Pi ensuite. Il devint mon ombre. Bien des jeunes filles s'y seraient laissées prendre, car jamais on ne vit attention pareille. Mais je connais trop le sexe volage. Le capitaine est parti pour rejoindre son régiment il y a 2 jours. J'espère n'être plus jamais importunée de sa présence. C'est le plus grand fat que j'ai jamais rencontré, et étonnamment désagréable. Les 2 derniers jours, il ne quitta pas Charlotte Davis. Je prenais son goût en pitié, encore que ce me fût bien indifférent. La dernière fois que nous nous rencontrâmes, ce fut dans Bath Street. J'entrai immédiatement dans un magasin pour qu'il ne pût pas me parler. Je ne voulais même pas le voir. Il alla ensuite à la Pump Room. Pour rien au monde, je n'y serais allée à ce moment-là. Quel contraste entre lui et votre frère. Je vous en prie, envoyez-moi des nouvelles de James. Je suis si malheureuse à cause de lui. Il ne paraissait pas très bien portant quand il est parti. Je ne sais s'il avait pris froid ou s'il avait l'esprit tourmenté. Je lui aurais écrit, mais j'ai égaré son adresse et, je vous l'ai indiqué plus haut, je crains qu'il y ait eu, dans ma conduite, quelque chose qu'il ait mal interprété. Je vous en prie, donnez-lui toutes les assurances nécessaires et, s'il garde encore quelques doutes, un mot qu'il m'écrirait ou sa visite à Putney suffira pour tout rétablir. Je n'ai pas été aux Rooms ces derniers temps, ni au théâtre, sauf hier soir avec les Hodge, pour voir une bouffonnerie. Les places étaient à prix réduit. Il m'avait tourmenté pour m'y faire aller, et je ne voulais pas qu'ils disent que je m'enfermais à cause du départ du capitaine Tilney. Nous étions assis près des Mitchell, qui étaient stupéfaits de me voir là. Je savais leur dépit. Pendant un certain temps, ils n'étaient même pas polis avec moi. Maintenant, ils sont tout amitié. Mais je ne suis pas assez folle pour être leur dupe. Vous savez que je ne manque pas de bon sens. Anne Mitchell avait voulu mettre un turban semblable au mien, celui que j'avais mis la semaine précédente au concert. C'était devenu sur sa tête une pitoyable chose. À mon visage étrange, cette coiffure seyait, je crois. Du moins, le capitaine Tilney le disait-il, et il ajoutait que tous les yeux étaient braqués sur moi. Mais c'est le dernier homme que je prendrais au mot. Je ne porte que du pourpre en ce moment. Je sais que cela me rend hideuse, mais tant pis. C'est la couleur favorite de votre cher frère. Ne perdez pas de temps, ma chère, ma douce Catherine. Écrivez-lui, écrivez-moi. Qui suis à jamais, etc. L'artifice était trop grossier pour en imposer même à Catherine. Elle était choquée de tant d'inconséquences, de contradictions et de fausseté. Elle avait honte d'Isabelle.
honte de l'avoir jamais aimé. Ses protestations d'amitié étaient aussi choquantes que ses excuses étaient puériles, ou impudentes ses requêtes. Et écrire à James en sa faveur? Non, jamais elle ne parlerait à James d'Isabelle. Elle annonça à Henry, qui revenait de Woodstown, et à Éléonore que leur frère était sauf. Elle les félicita en toute candeur et leur lut, indignée, les passages les plus typiques de la lettre. Quand elle eut terminé, « C'est bien fini pour moi, d'Isabelle et de notre amitié. Il faut qu'elle me croie par trop sotte pour m'écrire ainsi. Mais peut-être ceci a-t-il servi à me faire connaître son caractère mieux qu'elle ne connaît le mien. Je vois clair maintenant. C'est une coquette, et son astuce aura été inutile. Je ne crois pas qu'elle ait jamais eu la moindre tendresse pour James ou pour moi, et voudrais ne l'avoir jamais connue. » « Bientôt, il en sera comme si vous ne l'aviez jamais connu, » dit Henry. « Il n'y a qu'une chose que je ne puisse comprendre, » reprit Catherine. « Je vois bien qu'elle avait jeté son dévolu sur le capitaine Tilney et qu'elle a échoué. Mais quel a été le but du capitaine Tilney dans le même temps? Pourquoi, après lui avoir prodigué assez d'attention pour la faire se brouiller avec mon frère, s'est-il dérobé ensuite? J'ai peu de choses à dire des motifs qui auraient fait agir Frédéric. Il n'est pas plus dénué de vanité que mademoiselle Thorpe. Seule différence, il a la tête assez solide pour que sa vanité ne lui ait pas encore été préjudiciable. Si, à vos yeux, sa conduite ne se justifie pas par le résultat dernier, mieux vaut que nous n'en cherchions pas la cause. » « Alors vous n'admettez pas qu'il se soit jamais soucié d'elle ? » »« Je ne l'admets point, en effet. »« Et il l'aurait leurrée pour rien, pour le plaisir ?» Henry eut un mouvement d'assentiment. « Eh bien, alors, dit Catherine, je dois dire que je ne l'aime du tout. Quoique cela ait si bien tourné pour nous, je ne l'aime du tout. Dans le cas actuel, le mal n'est pas grand, parce que je ne crois pas qu'Isabelle ait un cœur à perdre. Mais supposez qu'il se soit fait aimer d'elle. Mais il faudrait d'abord supposer qu'Isabelle eût un cœur à perdre, et par conséquent qu'elle fût une créature toute différente. Alors on eût sans doute agi autrement envers elle. Il est bien naturel que vous défendiez votre frère. Si vous ne vous préoccupiez que du vôtre, vous ne prendriez pas au tragique la déception de mademoiselle Thorpe. Mais vous avez l'esprit tourmenté par un besoin de justice qui vous empêche d'être accessible à de légitimes préoccupations familiales et à la rancune. L'animosité de Catherine ne pouvait tenir devant les paroles de Henry. Frédéric n'était pas impardonnablement coupable, dont le frère était si charmant. Elle résolut de ne point répondre à la lettre d'Isabelle et essaya de ne plus penser à tout cela. Chapitre 28. Peu de temps après, le général fut obligé d'aller à Londres pour une semaine. Ce lui était une peine que se priver, fût-ce 1 heure, de la compagnie de Miss Morland, et, interpellant ses enfants, il leur recommanda de faire du plaisir de la jeune fille leur étude. Du fait de ce départ, Catherine acquit une première notion expérimentale. Quelquefois, qui perd gagne. Car maintenant les heures fuyaient joyeuses, le rire était sans contrainte, les repas s'animaient de bonne humeur, les promenades n'étaient plus astreintes à un itinéraire. Liberté délicieuse. Aussi Northanger et ses habitants lui plaisaient-ils de plus en plus, et si elle n'avait craint de devoir partir bientôt, elle eût été, chaque minute de chaque jour, parfaitement heureuse. Il y avait maintenant près de 4 semaines qu'elle était à l'abbaye. Peut-être un séjour plus long serait-il indiscret. Cette considération, chaque fois que son esprit s'y arrêtait, lui était pénible. Impatiente de se délivrer de cette gêne, elle résolut de parler à Éléonore. Elle parlerait de son départ, et elle agirait d'après la façon dont ses paroles seraient accueillies. Plus elle tergiverserait, plus il lui semblerait difficile d'aborder un sujet si peu agréable. Au premier tête-à-tête qu'elle eut avec Éléonore, elle l'interrompit donc au beau milieu d'une phrase sur un sujet tout différent pour lui dire qu'elle serait forcée de partir bientôt.
Éléonore, levant des yeux étonnés, exprima son très vif regret. Elle avait espéré la garder plus longtemps. Par méprise, ou peut-être parce que l'on croit ce que l'on désire, elle s'était imaginé que le séjour de Catherine serait beaucoup plus long, que c'était chose entendue, et elle ne pouvait s'empêcher de penser que, si M. et Mme Morland se doutaient du plaisir que la famille Tilney avait à la garder, ils seraient trop généreux pour hâter son retour. Catherine expliqua. Quant à cela, papa et maman n'étaient pas du tout pressés. Du moment qu'elle était heureuse, ils étaient contents. Alors, puis-je vous demander pourquoi vous êtes si pressé de nous quitter ? Je suis ici depuis si longtemps. S'il vous est possible d'employer un tel mot, je ne puis insister davantage. Si vous trouvez qu'il y a longtemps, oh, non pas. Pour mon propre plaisir, je resterai tout aussi longtemps encore. Elle venait de comprendre que, jusqu'au moment où elle avait parlé de son départ, on n'y avait pas encore songé. Cette cause d'inquiétude disparaissant à souhait, certaine autre crainte se dissipa. Les façons amicales d'Éléonore, son empressement à la retenir, l'air enchanté de Henri quand on lui dit que la visiteuse ne songeait pas à s'en aller, tout cela disait assez éloquemment à Catherine que sa présence leur était chère. Elle n'avait plus de désir que ce qu'il en faut pour assaisonner le bonheur. Qu'elle fût aimée de Henri, elle n'en doutait presque jamais. Le père et la sœur la chérissaient aussi, elle en était sûre, et souhaitait qu'elle fît partie de la famille. Ses doutes et ses craintes, elle s'y complaisait plutôt qu'elle n'en souffrait. Il ne touchait plus au profond d'elle-même. Henri ne put rester à Northanger au service des jeunes filles, comme son père le lui avait enjoint avant de s'absenter. Appelé à Woodstown par les exigences de son ministère, il dut quitter Northanger le samedi et pour une couple de jours. Cette nouvelle absence de Henri, maintenant que le général était loin, n'était pas aussi fâcheuse que la première. Elle diminua la gaieté des deux amies et ne la ruina pas. Elles avaient passé la soirée à travailler ensemble en causant affectueusement, et il était 11 heures, heure tardive à Northanger, quand elles quittèrent la salle à manger, le jour du départ de Henri. Comme elles montaient à leur chambre, il leur sembla, autant que l'épaisseur des murs permettait de le discerner, qu'une voiture arrivait. Un instant après, la cloche s'ébranlait violemment. La première surprise passée, qui s'était traduite par « Bonté divine, qui est-ce ?» Éléonore décida que ce devait être son frère aîné. Il arrivait toujours à l'improviste, sinon d'une façon aussi importune. Elle redescendit rapidement pour lui souhaiter la bienvenue. Catherine gagna sa chambre. Elle s'ingéniait à se tracer un plan en prévision d'une prochaine rencontre avec le capitaine Tilney. Pour réagir contre l'impression que sa conduite lui avait faite, elle se disait qu'il était trop gentleman pour ne pas éviter tout ce qui eût rendu leur rapport difficile. Elle espérait qu'il ne parlerait jamais de mademoiselle Thorpe, et, en vérité, ce n'était guère à craindre. Il devait être trop honteux du rôle qu'il avait joué. Aussi longtemps que ne serait faite nulle mention des incidents de Bath, elle pourrait lui faire bon visage. Qu'Éléonore eût montré tant d'empressement à voir son frère, et qu'elle eût tant de choses à lui dire, étant à l'éloge du nouveau venu. Une demi-heure s'était écoulée, et Éléonore ne paraissait pas. Catherine entendit alors son pas dans la galerie. Elle écouta. Tout était redevenu silencieux. À peine s'était-elle convaincue de son erreur qu'un léger bruit à la porte la fit de nouveau attentive. On eût dit que quelqu'un touchait la porte même. Un instant après, le bruit se répéta. Catherine tremblait un peu à l'idée qu'on s'approchât avec tant de précaution. Mais, résolue à n'être plus dupe des apparences ou de son imagination, elle alla résolument à la porte et l'ouvrit. Éléonore, la seule Éléonore, était là. Catherine ne fut tranquillisée que la durée d'un instant. Son amie était pâle et agitée. Quoiqu'elle eût évidemment l'intention d'entrer, il semblait qu'elle ne pût faire un pas. Puis, dans la chambre, que parler lui fut impossible. Catherine présuma une mauvaise nouvelle relative au capitaine Tilney. Elle ne put exprimer son affliction que par des soins silencieux. Elle fit asseoir Éléonore, lui frictionna les tempes avec de l'eau de lavande. « Ma chère Catherine,
il ne faut pas. En vérité, il ne faut pas. Je vais très bien. Ces bontés me bouleversent. Elles me pèsent. Je viens à vous pour un tel message. Un message? À moi? Comment vous dire cela? Oh, comment vous le dire? Une nouvelle supposition vint à l'esprit de Catherine. Et devenant aussi pâle que son amie, elle s'écria. « C'est un envoyé de Woodstone. »« Vous vous trompez, » répondit tristement Éléonore. « Ce n'est personne de Woodstone. C'est mon père lui-même. » Elle avait les yeux baissés et sa voix tremblait. Ce retour inopiné suffisait à lui seul à mettre Catherine en détresse. Pendant quelques moments, elle ne songea pas qu'on pût avoir quelque chose de pis à lui annoncer. Elle gardait le silence. Éléonore, d'une voix encore mal affermie et les yeux toujours baissés, reprit bientôt. « Vous êtes trop bonne, j'en suis sûre, pour m'en vouloir du rôle qui m'est imposé et contre lequel tout en moi proteste. Moi qui étais si joyeuse, qui vous étais si reconnaissante d'avoir consenti à prolonger votre séjour parmi nous, moi qui espérais vous garder pendant des semaines et des semaines encore. Comment vous dire que ce consentement que vous venez à peine de nous accorder restera sans effet? Comment vous dire que le bonheur que nous donnait votre présence, nous le payerons d'une... Mais à quoi servent ces protestations? Ma chère Catherine, il faut que nous partions. Mon père s'est ressouvenu d'un engagement qui nous oblige à quitter Northanger dès lundi. Nous allons, pour une quinzaine de jours, chez Lord Longtown, près de Hereford. Vous donner des explications, vous faire agréer des excuses, c'est également impossible. « Ma chère Éléonore, » s'écria Catherine, se raidissant contre son émotion, « ne vous désolez pas ainsi. Il est naturel qu'un engagement cède devant un engagement antérieur. Je suis triste, très triste d'une séparation si brusque. Mais je ne suis nullement offensée. Vraiment, je ne le suis pas. Je pouvais terminer mon séjour ici, vous le savez, n'importe quand, et j'espère que vous viendrez me voir. Pourrez-vous, à votre retour de chez ce lord, venir à Fullerton? Je ne le pourrai pas, Catherine. Ce sera donc quand vous pourrez. Éléonore resta muette. Les pensées de Catherine se reportèrent alors vers une question d'un intérêt plus immédiat. Pensant tout haut, « Lundi? Si vite, lundi? Et vous partez tous? » « Je serai prête. Il suffira que je parte un instant avant vous. N'ayez pas de peine, Éléonore. Je puis très bien m'en aller lundi. Que mon père et ma mère ne soient pas prévenus, cela n'a pas grande importance. Le général, sans doute, me fera accompagner par un domestique jusqu'à mi-chemin. J'arriverai peu après à Salisbury, et de là, il n'y a plus que 9 milles. Ah, Catherine, si les choses se passaient ainsi, elles me seraient moins pénibles. Cependant, ces attentions si naturelles seraient à peine la moitié de ce qui vous est dû. Comment vous dire? Votre départ est fixé à demain matin, et vous n'avez pas même le choix du moment. La voiture est commandée. Elle sera ici à 7 heures, et aucun domestique ne sera mis à votre disposition. Catherine s'assit, respirant à peine et incapable de prononcer un mot. Je croyais rêver. Et ce que vous ressentez, à juste titre, d'indignation et de chagrin ne peut être pis que ce que j'ai ressenti moi-même en apprenant la décision de mon père. Mais il ne s'agit pas de moi. Oh, s'il était en mon pouvoir de vous dire quelque chose qui pût atténuer... Mon Dieu! Que vont dire votre père et votre mère? Vous avoir enlevé à des amis véritables, vous avoir attiré si loin de chez vous, et maintenant vous renvoyer sans même les formes de la politesse. Chère Catherine, à vous dire ces choses, il me semble être moi-même coupable de l'injure qui vous est faite. Et cependant, j'espère que vous me pardonnerez, car vous êtes depuis assez longtemps dans cette maison pour avoir vu que je n'en suis que la maîtresse nominale et que mon pouvoir y est nul. Ai-je offensé le général ? Dit faiblement Catherine.
Hélas, tout ce que je sais, tout ce dont je puis répondre, c'est que vous n'avez rien pu faire qui soit une cause légitime de mécontentement. Certes, il est hors de lui, je l'ai rarement vu plus irrité. Quelque chose doit s'être passé qui le trouble à un degré extraordinaire. Il aura éprouvé quelque désappointement, quelque vexation qui, en ce moment précis, paraît être pour lui d'une importance énorme. Mais je puis difficilement supposer que vous y soyez pour quelque chose. À quel titre ? À grand-peine, Catherine parla, et par égard pour Éléonore. « Certes, dit-elle, si je l'ai offensée, j'en suis très triste. C'est la dernière chose que j'eusse voulu faire. Mais ne vous désolez pas, Éléonore. Un engagement, vous le savez, doit être tenu. Je regrette seulement qu'on ne s'en soit pas ressouvenu plus tôt. J'aurais eu le temps d'écrire à la maison, mais cela n'a guère d'importance. J'espère vivement que cela n'en aura pas, en ce qui concerne votre sécurité. Mais pour les apparences, les convenances, pour votre famille, pour le monde, si du moins vos amis Allen étaient encore à Bath, vous les auriez rejoints avec une facilité relative. En quelques heures, vous étiez auprès d'eux. Mais 70 000 en poste, à votre âge, seul, à l'improviste. Oh, le voyage n'est rien, dit Catherine. N'y pensez pas, et puisque nous devons nous quitter, que ce soit quelques heures plus tôt ou plus tard, je serai prête pour cette heure. Vous me ferez appeler. Éléonore comprit que Catherine souhaitait être seule, et, sentant que prolonger l'entretien ne pourrait être que pénible à l'une et à l'autre, la quitta sur ces mots. « Je vous verrai demain matin. » Catherine avait le cœur gros. Il fallait qu'elle pleurât. Par affection pour Éléonore et par fierté, elle avait retenu ses larmes. Elles s'échappèrent à torrents. Être renvoyée, et de cette manière, sans qu'on alléguât une raison, sans qu'une excuse vînt tempérer des procédés si brusques, si incivils, si grossiers. Henri absent, ne pouvoir même lui dire adieu. Se retrouverait-il jamais ? Et c'était le général Tilney, un homme si courtois, de si bonne naissance et si entiché d'elle jusqu'alors, qui agissait de la sorte, non moins incompréhensible que pénible et mortifiant. D'où venait son changement d'attitude ? Comment tout cela finirait-il ? Catherine restait désolément perplexe. Qu'il la fit partir sans se référer le moins du monde à ses dispositions, sans même sauver les apparences en lui laissant choisir le moment du départ, ni la façon dont elle devait effectuer le voyage, que, de 2 jours, il choisit le plus proche et, de ce jour, l'heure la plus matinale, comme s'il voulait expressément éviter de la voir, n'était-ce pas lui faire intentionnellement un affront ? Elle était bien obligée d'admettre qu'elle eût offensé le général, car malgré ce qu'avait dit Éléonore, pourquoi agir ainsi envers une personne contre laquelle on n'aurait aucun grief ? Tristement s'écoula la nuit. Il ne pouvait être question de sommeil, ni d'un repos qui pût prétendre au nom de sommeil. C'était en cette même chambre où son imagination l'avait naguère tant tourmentée. Mais la cause de son trouble était maintenant dans la réalité cruelle. Son isolement, l'obscurité de la chambre, l'antiquité de l'abbaye, rien de cela ne provoquait en elle la moindre émotion. Et quoique le vent s'évertuât à des bruits sinistres, Catherine les entendait sans curiosité ni effroi. Vers 6 heures, Éléonore entra. Catherine n'avait pas perdu de temps. Elle était presque habillée et sa malle était presque faite. D'abord, elle avait cru que son amie était chargée d'un message conciliatoire. Quoi de plus naturel qu'une colère s'apaisât et fût suivie de regrets ? Et elle se demandait dans quelle mesure, après ce qui s'était passé, il convenait qu'elle acceptât des excuses. Mais ni sa clémence ni sa dignité ne furent mises à l'épreuve. Éléonore n'apportait nul message. Elles parlèrent peu, réfugiées au silence meilleur. À peine quelques phrases banales. Catherine, tout affairée, achevait sa toilette. Éléonore, avec plus de bonne volonté que d'expérience, luttait contre la malle. Puis elles quittèrent la chambre. Du seuil, Catherine jeta un dernier regard sur ces choses si connues et qu'elle aimait. En bas, le déjeuner était servi. Elle essaya de manger,
autant pour échapper à l'ennui d'en être priée que pour ne pas inquiéter son amie, mais elle n'avait pas d'appétit. Le contraste qu'elle sentit soudain entre ce déjeuner et celui de la veille, en cette même salle, lui fut une peine nouvelle. Avec quelle quiétude délicieuse et décevante elle regardait alors autour d'elle, sensible au charme des moindres choses et sans imaginer que l'avenir pût rien receler de plus fâcheux pour elle qu'une absence de Henri 24 heures. Heureux, heureux déjeuner, car Henri était là. Henri était assis auprès d'elle. Henri la servait. Catherine s'abandonna longtemps à ses rêveries, sans que l'on vînt distraire un mot de son amie. Celle-ci était non moins absorbée. Le roulement de la voiture les fit tressaillir et les rappela à la réalité. La voiture était là. Les indignes procédés se matérialisaient. Catherine rougit et d'abord fut tout ressentiment. Éléonore semblait avoir pris une grande détermination. « Il faut que vous m'écriviez, Catherine, s'écria-t-elle, que vous me donniez de vos nouvelles le plus vite possible. Jusqu'à ce que je vous sache arriver chez vous, je n'aurai pas une heure de tranquillité. Coûte que coûte, il faut que j'aie une lettre de vous, que j'aie la satisfaction de vous savoir arriver sans encombre à Fullerton. Une lettre, rien de plus, jusqu'à ce que nous puissions nous écrire sans difficulté. Adressez-la chez Lord Longtown et, pardonnez-moi de vous le demander, sous le couvert d'Alice. Non, Éléonore, si vous n'êtes pas autorisée à recevoir une lettre de moi, il vaut mieux que je ne vous écrive pas. J'arriverai, sans aucun doute, saine et sauve à la maison. Je n'ai pas le droit de m'étonner de votre réponse. Je n'insisterai pas. Je me remets à votre bon cœur. » Ces paroles et le regard triste qui les accompagna suffirent à fléchir l'orgueil de Catherine, et elle dit aussitôt « Oh, Éléonore, je vous écrirai. » Il était un autre point délicat que mademoiselle Tilney était soucieuse d'élucider. Peut-être, absente depuis si longtemps, Catherine manquait-elle de l'argent nécessaire aux dépenses du voyage? Une question affectueusement posée par Éléonore, qui s'offrait à arranger les choses, prouva qu'il en était bien ainsi. Jusqu'à ce moment, Catherine n'avait pas songé à ce détail. En examinant le contenu de sa bourse, elle constata que, sans cette prévenance de son amie, elle se serait mise en route sans même l'argent nécessaire au voyage. Le danger qu'elle avait couru emplissait leurs pensées à toutes les deux. Elles parlèrent à peine pendant le temps qu'elles demeurèrent encore ensemble. Du reste, ce temps fut court. On vint annoncer que tout était prêt pour le départ. Catherine se leva aussitôt. Leur adieu fut un long, un affectueux, un silencieux embrassement. Comme elles entraient dans le vestibule, Catherine, incapable de quitter cette maison sans un mot pour celui dont ni l'une ni l'autre n'avait encore prononcé le nom, s'arrêta. De ses lèvres tremblantes sortirent des mots à peine intelligibles. Elle laissait son bon souvenir à son ami absent. Mais à cette évocation, elle ne put réfréner plus longtemps son émoi. Cachant le plus possible sa figure avec son mouchoir, elle traversa rapidement le vestibule et sauta dans la voiture qui partit aussitôt. Chapitre 29. Catherine était trop malheureuse pour avoir peur. Le voyage en lui-même ne l'effrayait pas. Elle l'entreprit sans en redouter la longueur et comme inconsciente d'être seule. Rencognée dans la voiture, elle sanglotait. Plusieurs milles déjà la séparaient de l'abbaye quand elle leva la tête. Les feuillures du parc n'étaient plus en vue. La route était cette même route qu'elle avait parcourue récemment, si joyeuse, pour aller à Woodstone et pour en revenir. Revoir, et durant 14 milles, ces mêmes choses dont elle avait alors goûté la douceur. Chaque mille qui la rapprochait de Woodstone accroissait sa souffrance. On n'était plus maintenant qu'à 5 milles du village. Henri était si près et ne savait rien. Puis la route bifurqua. La journée qu'elle avait passée à Woodstone avait été heureuse entre toutes. C'était ce jour-là que le général avait parlé de telle sorte, avait eu une attitude telle que Catherine s'était convaincue qu'il désirait son mariage avec Henri. Oui, il y avait 10 jours seulement qu'elle avait été l'objet d'attentions si explicites et si énorgueillissantes.
Des allusions trop directes l'avaient même rendue confuse. Et, depuis, qu'avait-elle fait, ou qu'avait-elle omis de faire, qui expliqua un tel changement? La seule faute qu'elle eût commise, et dont elle se pût accuser, il l'ignorait. Seul Henri s'était trouvé dans la confidence de ses affreux soupçons, et elle sentait son secret en sûreté, en lui comme en elle. Henri ne pouvait, de propos délibérés, l'avoir trahi. Si, cependant, par une malchance déconcertante, le père avait soupçonné ce qu'elle avait osé penser, ce que même elle avait voulu inquisitorialement contrôler, son indignation s'expliquait. S'il savait qu'elle l'avait cru coupable d'un crime, quoi d'étonnant qu'il l'eût congédiée. Cette conjecture si pénible pour elle eût élucidé la conduite du général. Mais Catherine ne se résignait pas à la croire plausible. Quels seraient les sentiments et la contenance de Henri quand, à son retour, il apprendrait l'événement? C'était la question qui la préoccupait par-dessus tout et qui assiégeait son esprit en alternances douloureuses et consolantes. Tantôt elle craignait un placide acquiescement au fait accompli, tantôt elle se laissait aller à l'espoir d'un regret. Sans doute, il n'oserait parler au général. Mais à Éléonore, que dirait-il d'elle à Éléonore? Dans ces fluctuations, les heures passaient. Abîmée, elle n'avait plus regardé autour d'elle, depuis qu'on s'éloignait de Woodstone. Elle n'était donc plus tentée de vérifier à tout moment si l'on approchait de Fullerton. Et au relais, quoique le paysage fût pour elle nul, elle ne songeait pas à s'ennuyer. Aussi bien n'avait-elle pas hâte d'être au bout du voyage. Rentrer à Fullerton dans de telles conditions lui gâtait le plaisir de revoir, et après une absence de 11 semaines, les êtres qui lui étaient le plus chers. Qu'aurait-elle à dire, qui ne fût pour l'humilier ou pour les attrister? À confesser sa peine, elle l'accroîtrait. Sa famille n'allait-elle pas envelopper dans une aveugle réprobation des innocents et le coupable? Elle ne saurait dire, comme elle les sentait, les mérites de Henri et d'Éléonore. Et si, à cause de leur père, on se faisait d'eux une opinion défavorable, cela l'atteindrait au cœur. Sous l'empire de ses sentiments, elle appréhendait plus qu'elle ne souhaitait d'apercevoir tel clocher bien connu qui l'avertirait que la maison n'était plus qu'à 20 milles à peine. En quittant Northanger, elle savait qu'elle se dirigeait vers Salisbury. Mais, dès le premier relais, ce furent les maîtres de poste qui lui apprirent les noms des localités par où elle devait passer. Telle était son ignorance. Rien de fâcheux cependant ne survint. Sa jeunesse, ses façons, ses libéralités lui valurent les respectueuses prévenances qui étaient bien dues à une voyageuse comme elle. Sa voiture ne s'arrêtait que le temps de changer de chevaux, et Catherine fit un voyage d'au moins 11 heures sans la moindre alerte. Entre 6 et 7 heures du soir, elle arrivait à Fullerton. Une héroïne qui, sa carrière finie, rentre au bourg natal, dans le triomphe d'une réputation recouvrée et dans sa gloire de comtesse, parmi le long cortège d'une parenté fastique étalée en des phaétons. Voilà un événement auquel la plume peut se complaire. Cela permet tous les développements, et l'auteur participe de l'éclat que l'héroïne irradie. Mon rôle est plus humble. Je ramène la mienne seule et en disgrâce, et nul détail merveilleux ne donnerait ici pâture à mon orgueil. Comment hausser au pathos le retour d'une héroïne en chaise de louage? Le postillon passera donc rapidement parmi les groupes de curieux qui goûtent dans la rue le loisir dominical, et Catherine mettra sans solennité pied à terre. Mais, si douloureux que fût son état d'esprit, le retour de Catherine préparait à ceux vers qui elle allait une grande joie. Le spectacle d'une voiture de voyage est rare à Fullerton. Toute la famille s'était mise à la fenêtre. Que cette voiture s'arrêtât devant la maison, c'était un événement à faire briller tous les yeux et à occuper toutes les pensées. Un événement absolument imprévu, sauf pour les 2 plus jeunes enfants, un gamin et une fillette de 6 et de 4 ans, qui étaient toujours prêts à voir descendre de tous les équipages un frère ou une sœur. Combien heureux le regard qui, le premier, aperçut Catherine, heureuse la voix qui proclama la découverte.
Mais jamais on ne put exactement déterminer si ce bonheur était le lot de Georges ou celui de Henriette. Le père, la mère, Sarah, Georges, Henriette, tous sur le pas de la porte pour souhaiter la bienvenue à Catherine, formaient un tableau à éveiller en elle les plus douces émotions. Au saut de la voiture, ce furent de grandes embrassades, et chaque baiser lui causait un soulagement dont la douceur l'étonnait. Ainsi entourée, caressée, elle se sentait même heureuse. Dans l'allégresse de l'amour familial et tout au plaisir de revoir Catherine, il n'avait pas le loisir de la curiosité. Madame Morland, qui avait remarqué la pâleur et les yeux battus de la pauvre voyageuse, fit aussitôt servir un thé réconfortant. D'abord, aucune question assez directe pour nécessiter une réponse positive ne fut adressée à Catherine. Mais le moment arriva où il fallut qu'elle parlât. À contre-cœur, Catherine commença alors un récit décousu qui, au bout d'une demi-heure et grâce à la bonne volonté de l'auditoire, put devenir une explication. Mais, ce temps écoulé, personne n'était parvenu à discerner la cause de ce retour subit, ni même à grouper logiquement les circonstances qui y avaient présidé. Ils n'étaient pas une race irritable. Ils ne se blessaient pas de la moindre des choses. Une injure n'éveillait pas en eux la haine. Ici pourtant, il y avait eu un affront qu'on ne pouvait oublier ou pardonner, au moins pendant la première demi-heure. Sans qu'ils éprouvassent aucune crainte rétrospective et romanesque au sujet de ce voyage que leur fille avait accompli seule, M. et Mme Morland ne pouvaient s'empêcher de penser qu'il eût pu être fécond en désagréments, que jamais ils n'eussent souscrit de bonne grâce à un tel voyage, qu'en obligeant Catherine à l'entreprendre, le général Tilney avait agi sans courtoisie, sans générosité, et que sa conduite n'était pas d'un gentleman et d'un père. Ce qui avait pu provoquer chez lui une telle infraction aux règles de l'hospitalité et modifier si radicalement ses sentiments, ils étaient aussi incapables de le deviner que Catherine elle-même. Mais cette incapacité les troubla moins longtemps. Après le chassé-croisé inéluctable des vaines conjectures, ils satisfirent à leur indignation et à leur étonnement par des « c'est une étrange affaire, ce général doit être un singulier personnage ». Et comme Sarah s'abandonnait encore au charme du mystère, s'exclamant et conjecturant avec une juvénile ardeur, « Ma chère, dit la mère, vous vous donnez beaucoup trop de mal. Soyez sûre que ces choses qu'il n'est pas nécessaire de comprendre. J'admets que, quand il se souvint de cet engagement antérieur, répliqua Sarah, il ait désiré le départ de Catherine. Mais pourquoi ne pas agir avec courtoisie? Je le regrette pour les jeunes gens, dit simplement Madame Morland. Ils ont dû voir tout cela sous un bien triste jour. Quant au reste, il n'y a plus à s'en occuper pour le moment. Catherine est à la maison et notre quiétude ne dépend pas du général Tilney. Catherine soupira. Je suis aise, continua la mère philosophe, de n'avoir pas su ce voyage. Mais le voilà fait, et peut-être n'y a-t-il pas à le regretter. Il est toujours bon que les jeunes gens aient l'occasion de montrer de l'initiative. Vous le savez, ma chère Catherine, vous étiez une pauvre créature fort étourdie, mais il vous a bien fallu ne pas perdre la tête dans ces nombreux changements de voiture et autres ennuis. J'espère que nous constaterons que vous n'avez rien oublié dans les poches d'aucune voiture. Catherine l'espéra aussi, et essaya de prendre quelque intérêt à son perfectionnement intime. Mais vraiment, elle n'avait plus de ressort, et, comme bientôt elle n'éprouva d'autre désir que de silence et de solitude, elle se soumit au premier conseil que sa mère lui donna d'aller se coucher de bonne heure. Ses parents, qui voyaient dans sa pâleur la conséquence naturelle de la mortification qu'elle avait subie et des fatigues du voyage, la quittèrent sans mettre en doute qu'elle s'endormit aussitôt, et, le lendemain matin, quoique sa mine ne répondît pas à leur espérance, ils continuèrent à ne pas soupçonner un mal plus profond. Aussitôt après le déjeuner, elle voulut tenir la promesse faite à mademoiselle Tilney. Ainsi se justifiait la confiance d'Éléonore. Le temps, la distance agissait déjà. Catherine se reprochait d'avoir quitté son amie froidement,
de n'avoir jamais su apprécier assez ses mérites et sa bonté, et, tout à sa propre peine, d'avoir été trop indifférente à celle d'Éléonore. La vivacité de ses sentiments fut loin de lui être une aide. Jamais il ne lui avait été plus difficile d'écrire. Composer une lettre qui les conciliât, ses sentiments, avec sa situation, qui exprimât sa gratitude sans regret servile, qui fût réservée sans froideur et sincère, sans ressentiment. Une lettre dont la lecture ne fit pas de peine à Éléonore, une lettre surtout dont Catherine n'eut pas à rougir si Henri la lisait. Le pourrait-elle ? Longtemps elle fut perplexe. Elle reconnut enfin qu'en une lettre brève était son salut. En conséquence, l'argent prêté par Éléonore fut inséré dans un billet où se formulaient, sans plus, quelques remerciements pleins de gratitude et les 1000 bons souhaits d'un cœur affectueux. Singulière amitié, vite conclue, vite rompue, observa madame Orland quand Catherine eut fini d'écrire. Je regrette cette fin, car monsieur Allen disait les jeunes gens fort gentils, et vous n'avez pas eu plus de chance avec votre Isabelle. Pauvre James. Il faut vivre et apprendre. J'espère que la prochaine fois, vous aurez des amis plus dignes d'être aimés. Catherine, rougissante, répondit avec force. Nul ami plus qu'Éléonore ne peut être digne d'être aimé. S'il en est ainsi, ma chère, j'ose dire que vous vous retrouverez un jour ou l'autre. Ne soyez pas inquiète. Il y a 10 à parier contre 1 que vous vous rencontrerez d'ici à quelques années. Et alors, quelle joie ce sera! Madame Morland n'était pas heureuse de ces tentatives de consolation. Se revoir dans quelques années. Et Catherine songeait que telle chose pourrait advenir entre-temps qui lui fit redouter cette rencontre. Jamais elle ne pourrait oublier Henri Tilney, ou penser à lui avec moins de tendresse. Mais lui, il pourrait l'oublier, et alors rencontrer. Ses yeux étaient en larmes. Madame Morland, constatant le médiocre résultat de ses consolations, proposa, comme moyen de réconfort, une visite à madame Allen. Les 2 maisons n'étaient distantes l'une de l'autre que d'un quart de mille. Tout en marchant, madame Morland dit sommairement son avis sur la déception de James. Nous sommes tristes pour lui, mais, d'autre part, que le mariage soit rompu, ce n'est pas un malheur. Il n'y avait pas à se réjouir de ses fiançailles avec une jeune fille que nous connaissions si peu et qui n'avait pas la moindre dot. D'après sa manière d'agir, nous ne pouvons avoir bonne opinion d'elle. En ce moment, le pauvre James souffre, mais cela ne durera pas toujours. Et je suis sûre que la sottise de son premier choix l'aura rendu prudent pour toute sa vie. Cette brève analyse de l'affaire était tout ce que Catherine pouvait supporter. D'autres phrases auraient excédé sa faculté d'attention, et elle eût fort risqué de répondre mal à propos. Elle était absorbée par ses réflexions sur le changement qui s'était fait en elle depuis la dernière fois qu'elle avait parcouru cette route si connue. Il n'y avait pas 3 mois, folle de ses espérances, elle faisait ce trajet 10 fois par jour, le cœur allègre et libre, escomptant des plaisirs nouveaux. Alors, pas plus qu'elle ne connaissait le malheur, elle ne l'appréhendait. Et maintenant, combien changé! Elle fut reçue avec joie par les Allen, qui avaient pour elle une profonde amitié. Grande fut leur surprise, ardente leur indignation, à apprendre comment elle avait été traitée. Encore que le récit de madame Morland ne fût pas une peinture outrée, ni un savant appel à leur colère. Catherine, avait dit madame Morland, est rentrée à l'improviste hier soir. Elle a fait toute seule le voyage. Samedi soir seulement, elle a appris qu'elle devait partir, car le général Tilney, on ne sait par quelle étrange lubie, fut tout à coup fatigué de la voir là, et il la congédia pour ainsi dire. Cela avec des façons nullement amicales, je vous assure. Et ce doit être un homme bien singulier. Mais nous sommes si heureux d'avoir Catherine parmi nous, et c'est un grand soulagement de découvrir à l'expérience qu'elle n'est pas une pauvre petite créature sans ressources, qu'elle sait parfaitement se tirer d'affaire. M. Allen s'exprima, en l'espèce, avec toute l'émotion d'un ami,
et madame Allen, trouvant ces phrases tout à fait au point, les adopta aussitôt pour son usage personnel. L'étonnement, les conjectures et les commentaires de son mari devinrent instantanément siens, agrémentés de cette seule remarque qu'elle intercalait de place en place dans la conversation. « Vraiment, le général pousse ma patience à bout. » Ce « vraiment, le général pousse ma patience à bout », elle le proféra 2 fois encore, sur le mode irrité, après le départ de M. Allen. À la 3e répétition, elle pensait déjà à autre chose, et la 4e fut immédiatement suivie d'un « Que je vous dise, ma chère, ce terrible accroc à ma plus belle maline a été merveilleusement raccommodé à Bath. C'est à peine si l'on en voit la trace. Il faut que je vous montre cela quelque jour. En somme, Bath est une charmante résidence, Catherine. Je vous assure que cela ne me souriait qu'à moitié de revenir. Les dames Thorpe étaient là. C'était si agréable, n'est-ce pas? Vous vous en souvenez? Nous étions si isolés au début. » « Oui, mais cela ne dura pas longtemps, » dit Catherine, les yeux brillants à des ressouvenirs. « Très vrai. Nous rencontrâmes bientôt madame Thorpe, et dès lors, nous ne désirâmes plus rien. Ma chère, ne trouvez-vous pas que ces gants sont inusables? Je les ai mis neufs la première fois que nous sommes allés aux Lower Rooms. Vous savez, je les ai beaucoup portés depuis. Vous souvient-il de cette soirée? Si je m'en souviens. Oh, certes. Elle fut très agréable, n'est-ce pas? Monsieur Tilney prit le thé avec nous, et j'ai toujours pensé qu'il nous avait été d'un grand secours. Je crois me souvenir que vous avez dansé avec lui, mais je n'en suis pas très sûre. Ce que je sais, c'est que j'avais mis ma toilette de prédilection. » Catherine se taisait. Après des tentatives de causerie dans différentes directions, madame Allen réitéra. « Vraiment, le général pousse ma patience à bout. Qui eût cru cela d'un homme si imposant? Je ne crois pas, madame Morland, que vous ayez jamais vu homme mieux élevé. Les appartements qu'il occupait furent loués le lendemain même du jour qu'il les quitta, Catherine. Mais rien d'étonnant à cela. Milsom Street, vous savez. » Comme elle s'en revenait à la maison, madame Morland représenta à sa fille le bonheur qu'il y avait à posséder des amis aussi sûrs que monsieur et madame Allen, et le peu d'importance qu'on devait accorder aux méchants procédés de vagues amis comme les Tilney. La bonne opinion et l'affection de ses anciens amis ne lui restaient-elles pas? Tout cela n'était pas dénué de bon sens, mais il est tel état d'esprit sur quoi le bon sens n'a pas d'empire, et les sentiments de Catherine étaient en désaccord avec tout ce que disait sa mère. C'était précisément de la conduite de ses vagues amis que dépendait son bonheur, et, tandis que madame Morland se confirmait dans ses opinions personnelles et les illustrait d'exemples, Catherine pensait qu'en ce moment, Henri devait arriver à Northanger, qu'en ce moment, il apprenait son départ, et que, peut-être, en ce moment, ils partaient tous pour Hereford. Chapitre 30. Jamais Catherine n'avait eu des goûts sédentaires, et jamais elle n'avait été très laborieuse. Quoique madame Morland fût habituée de longue date à ses défauts, elle ne fut pas sans remarquer qu'ils s'étaient fort développés. Catherine ne pouvait 10 minutes de suite rester assise ni vaquer à une occupation quelconque. Elle parcourait le jardin, le verger, encore et encore, comme si marcher eût été sa seule raison d'être, et il semblait même qu'elle aimât mieux circuler par la maison que de stationner un instant dans la salle commune. Un changement plus grand s'était opéré en Catherine. Elle avait perdu son exubérance. Errante et indolente, elle était du moins la charge de la Catherine de naguère. Muette et mélancolique, elle en était l'antithèse. Les 2 premiers jours, madame Morland avait espéré que Catherine se rassérénerait sans son intervention. Comme, après une 3e nuit, la gaieté de Catherine n'avait pas reparu, que son activité continuait à être inutile, qu'elle ne témoignait pas d'un goût plus vif pour la couture, madame Morland ne put retenir ce reproche amical. « Ma chère Catherine, je crois que vous êtes en train de devenir trop grande dame. »
Je ne sais vraiment quand les cravates de ce pauvre Richard seraient faites s'il devait compter sur vous seul. Vous pensez trop à Bath. Il y a temps pour tout, temps pour les bals et les jeux, temps pour le travail. Vous avez eu une longue période de plaisir. Il faut maintenant que vous essayiez de vous rendre utile. Catherine prit immédiatement son ouvrage et dit d'une voix éteinte qu'elle ne pensait pas beaucoup à Bath. « Alors, vous vous tourmentez à cause du général Tilney, ce qui est très enfantin, car il y a 10 à parier contre 1 que vous ne le reverrez jamais. Ne vous tourmentez donc pas pour des bagatelles. » Un silence. « J'espère, ma chère Catherine, que vous ne vous serez pas dégoûtée de la maison parce qu'elle n'est pas aussi magnifique que Northanger. Votre séjour là-bas serait alors un véritable malheur. Où que vous vous trouviez, vous devriez toujours être satisfaite, mais surtout à la maison, puisque c'est là que vous avez à passer la plus grande partie de votre temps. Je n'ai pas beaucoup aimé, au déjeuner, vous entendre tant parler du pain français de Northanger. Ah, je ne me soucie pas du pain. Ce que je mange m'est bien indifférent. Dans un des livres qui sont là-haut, il y a des pages très justes à propos des jeunes filles que leurs trop belles relations ont dégoûtées de leur intérieur modeste. Le miroir, je crois. Je le chercherai pour vous un de ces jours. Je suis sûre que cette lecture vous fera du bien. Catherine ne dit plus rien. Faisant effort sur elle-même, elle s'appliquait à son ouvrage. Mais, au bout de quelques minutes, et sans s'en apercevoir, elle devint inattentive. Elle s'agitait sur sa chaise, oubliant son aiguille. Madame Morland observait les phases de cette rechute. Elle était maintenant convaincue de l'exactitude de ses soupçons de tout à l'heure. Elle quitta la chambre pour aller chercher le livre en question, impatiente de combattre une si fâcheuse maladie. Elle ne trouva pas immédiatement ce qu'elle cherchait, et comme d'autres soins encore l'avaient retenue, il s'écoula un quart d'heure avant qu'elle redescendît avec le volume sur lequel elle fondait tant d'espérance. Ce qui l'avait occupée là-haut, l'ayant empêchée d'entendre tout autre bruit que celui qu'elle créait elle-même, elle ignorait qu'un visiteur fût arrivé depuis quelques minutes. En entrant dans la chambre, elle vit un jeune homme qu'elle ne connaissait pas. Très respectueusement, il se leva et Catherine le présenta sous le nom de M. Henry Tilney. Avec une émotion mal contenue, il s'excusa d'être là, reconnaissant qu'après ce qui s'était passé, il avait peu de droit à un bon accueil, et il expliqua son intrusion par l'impatience qu'il avait eue de s'assurer que mademoiselle Morland était arrivée sans encombre chez elle. Il ne s'adressait pas à un juge inflexible ou à un cœur susceptible de rancune. Loin de les faire pâtir, lui et sa sœur, de la conduite du général, madame Morland n'avait cessé d'être très bien disposée à leur égard. Contente de voir Henri, elle le reçut avec les paroles simples d'une bienveillance sincère. Elle le remercia de la sollicitude qu'il témoignait pour sa fille, l'assura que les amis de ses enfants étaient toujours les bienvenus et le pria de ne plus faire allusion à ce qui s'était passé. Il n'était pas fâché de se soumettre à cette prière. Quoique très soulagé par une indulgence aussi imprévue, il ne lui aurait pas été possible en ce moment de parler de ces choses. S'étant rassis, il répondit avec une grande déférence à toutes les questions de circonstance que lui fit madame Morland sur le temps, les routes. Cependant, l'anxieuse, l'heureuse, la fiévreuse Catherine ne disait pas un mot. Mais ses joues en feu et ses yeux brillants firent espérer à sa mère que la spontanéité charmante de cette visite lui rendrait la paix pour quelque temps, et joyeusement elle mit de côté le premier volume du Miroir, le réservant pour une autre fois. Désireuse de l'appoint de M. Morland, qui trouverait des sujets de conversation et saurait mettre à l'aise leur hôte, elle avait pitié de le voir confus encore de la conduite de son père. Madame Morland avait dépêché un de ses enfants à la recherche de M. Morland. Celui-ci était sorti. Livrée à elle-même, madame Morland, au bout d'un quart d'heure, n'eut plus rien à dire. 2 silencieuses minutes passèrent. Henri, se tournant vers Catherine, pour la première fois depuis l'entrée de madame Morland, lui demanda avec une gaieté soudaine si monsieur et madame Allen étaient à Fullerton. Dans l'embarras confus des mots de la réponse, il discerna le sens qu'un oui eût suffi à donner.
Aussitôt, il exprima son désir de leur présenter ses respects et, rougissant un peu, il demanda à Catherine si elle n'aurait pas la bonté de lui montrer le chemin. « Vous apercevrez la maison de cette fenêtre, » dit Sarah. Henri Tilney s'inclina. Madame Morland, d'un signe de tête, fit taire Sarah. Elle ne voulait pas empêcher Catherine d'accompagner M. Tilney, pensant que les explications que celui-ci pouvait avoir à donner sur les façons de son père, il les donnerait plus facilement dans un tête-à-tête. Ils partirent. Madame Morland ne s'était pas trompée. Henri avait, en effet, à donner des explications relatives à son père, mais il voulait d'abord s'expliquer lui-même. Il parla donc, et si bien qu'il semblait à Catherine qu'elle n'entendrait jamais assez des paroles si douces. Elle était sûre maintenant de son affection. Henri sollicitait la sienne. Mais ne savait-il pas l'un et l'autre que, dès longtemps, Catherine était acquise à Henri ? À la vérité, s'il l'aimait, s'il se délectait au charme de son caractère et se plaisait fort en sa compagnie, je dois confesser que son affection avait eu pour origine quelque chose comme un sentiment de gratitude. Il l'avait aimée de l'aimer. C'est là une conjoncture toute nouvelle dans le roman et qui fait déchoir terriblement mon héroïne. Mais si cette conjoncture est nouvelle aussi dans la vie réelle, eh bien, l'on dira que j'extravague. Après une très courte visite à Madame Allen, Henri avait parlé sans bien savoir ce qu'il disait et Catherine, absorbée dans son bonheur, avait à peine desserré les lèvres. Ils se retrouvèrent seuls, et Catherine sut alors jusqu'à quel point exactement le père avait approuvé la démarche du fils. Quand Henri était revenu de Woodstown, il y avait 2 jours, le général était allé à sa rencontre et, en termes rudes, l'avait informé du départ de mademoiselle Morland et lui avait intimé l'ordre de ne plus penser à elle. Telle était l'autorisation dont pouvait se targuer Henri. Mais, du moins, et dans sa douleur, elle en éprouvait une joie intime. Henri venait-il de lui demander sa main avant de lui raconter ces incidents qui l'eussent peut-être incité à un refus ? À mesure que Henri donnait des détails et exposait les motifs de la conduite de son père, Catherine reprenait de l'assurance. Le général n'avait rien à lui reprocher que d'être la cause involontaire d'une déception que son orgueil ne pouvait pardonner, et qu'un orgueil plus haut eût été honteux d'avouer. Elle était coupable uniquement d'être moins riche qu'il n'avait cru. S'imaginant voir en elle une riche héritière, il l'avait comblée de ses prévenances à Bath, l'avait invitée à venir à Northanger et avait décrété qu'elle serait sa bru. Quand il découvrit qu'il s'était mépris, la congédier lui parut la meilleure marque, encore qu'insuffisante, de son ressentiment contre elle et de son mépris pour les Morland. C'est John Thorpe qui d'abord l'avait trompée. Au théâtre, un soir, voyant son fils s'empresser auprès de mademoiselle Morland, le général avait, par hasard, demandé à Thorpe s'il savait d'elle autre chose que son nom. Thorpe, fier d'être l'interlocuteur d'un homme de cette surface, avait été communicatif avec emphase. Et, comme alors il s'attendait d'un jour à l'autre à voir Morland demander Isabelle en mariage, et qu'il avait, lui, jeté son dévolu sur Catherine, sa vanité le poussa à dire la famille Morland plus riche même que sa vanité déjà et sa cupidité ne s'étaient complues à croire. Sa propre importance exigeait que fût grande l'importance de tous ceux avec qui il frayait, et, à mesure que croissait son intimité avec les gens, croissait aussi leur fortune. Les espérances de son ami Morland avaient donc augmenté de jour en jour à partir de la première exagération et plus rapidement encore depuis qu'Isabelle était entrée en scène. Mais, en l'honneur du général Tilney, il doubla la plus haute évaluation antérieure du bénéfice de M. Morland père, tripla sa fortune, abattit la moitié de ses enfants et le lotit d'une tante magnifique. Toute la famille était ainsi exposée en favorable lumière. Pour Catherine, objet spécial de ses propres spéculations et de la curiosité du général, Thorpe avait en réserve d'autres prestiges encore.
Les 10 ou 15 000 livres que son père lui donnerait seraient un joli appoint à l'héritage Allen. L'intimité de Catherine avec les Allen avait, en effet, convaincu Thorpe qu'il lui laisserait une part de leur fortune. De là à la présenter comme l'héritière de Fullerton, il n'y avait qu'un pas. Le général s'en était tenu à ses renseignements. Comment eût-il douté de leur authenticité ? L'alliance prochaine de mademoiselle Thorpe avec un des membres de cette famille et le projet de mariage de Thorpe lui-même avec mademoiselle Morland, toutes choses dont le narrateur se vantait bien haut, étaient de suffisantes garanties. À cela s'ajoutaient des faits certains. Les Allen étaient riches et n'avaient pas d'enfants. Mademoiselle Morland était sous leur protection et, comme le général put en juger dès qu'il les connut, il la traitait avec une bonté paternelle. Sa résolution fut bientôt prise. Il avait déjà dans l'attitude de son fils discerné de la sympathie pour mademoiselle Morland. Plein de gratitude envers M. Thorpe pour ses informations précieuses, il se résigna presque instantanément à ruiner les plus chères espérances de l'informateur. Vers ce temps, Catherine ne pouvait pas être plus ignorante de ses desseins que Henri et Éléonore. Ceux-ci, qui ne voyaient rien en la situation de Catherine qui put tant séduire leur père, avaient constaté avec étonnement la spontanéité, la persistance et les progrès de l'intérêt qu'il lui portait. Plus tard, quand le général lui avait presque intimé l'ordre de se faire aimer de Catherine, Henri avait compris que son père croyait l'alliance avantageuse. Mais jusqu'à cette conversation récente à Northanger, Henri n'avait pas su quel était le point de départ de si aventureux calculs. Qu'ils fussent erronés, le général l'avait appris de la personne même qui l'avait induit à les faire. Par hasard, il avait rencontré Thorpe à Londres. Sous l'influence de sentiments diamétralement opposés à ceux de naguère, irrité du refus de Catherine et aussi de l'échec d'une réconciliation tentée entre Morland et Isabelle, convaincus qu'ils étaient à jamais séparés, rejetant dédaigneusement une amitié qui ne lui était plus utile, Thorpe se hâta de contredire tout ce qu'il avait dit autrefois. Il avoua avoir été lui-même abusé. Les rodomontades de son ami lui avaient fait croire que M. Morland avait de la fortune et était un homme d'honneur, alors que les négociations des 2 ou 3 semaines dernières avaient établi le contraire. Après avoir débuté par les promesses les plus libérales, mis en demeure de s'exécuter, il avait, exposait le subtil narrateur, été contraint d'avouer qu'il lui était impossible de donner au jeune couple même le plus mince revenu. Au vrai, c'était une famille misérable, une famille populeuse, au-delà de tout exemple, et, comme il avait eu récemment l'occasion de le constater, point du tout considérée dans le voisinage. Ils menaient un train de vie que leur situation ne pouvait justifier, cherchaient à se donner du lustre par de belles relations. Une race hardie, fanfaronne et intrigante. Le général, terrifié, prononça alors le nom d'Allen et son regard interrogeait. Ici encore, Thorpe avait été induit en erreur. Les Allen, croyait-il, avaient vu de trop près les Morland. Thorpe connaissait le jeune homme à qui décidément devait échoir l'héritage de Fullerton. Le général en avait assez entendu. Furieux contre tous, sauf contre lui-même, il était parti le lendemain pour l'abbaye, où nous l'avons vu à l'œuvre. De tout cela, je laisse à la sagacité de mon lecteur le soin de déterminer ce qui put être immédiatement communiqué à Catherine, ce que le général avait dit à Henri, ce que celui-ci avait eu à conjecturer pour bien voir clair dans la situation, et ce qui fut ultérieurement connu par une lettre de James. J'ai groupé les faits pour la commodité du lecteur. À lui de les départir pour la mienne. De toute façon, Catherine en savait assez maintenant. Elle en pouvait convenir. Quand elle avait soupçonné le général d'un meurtre ou d'une séquestration, elle avait à peine forcé son caractère et exagéré sa cruauté. Henri avait autant de douleur à révéler ces choses qu'il en avait eu à les apprendre. Il rougissait d'avoir à dévoiler les pensées mesquines de son père. La conversation qu'ils avaient eue à Northanger avait été fort peu amicale.
En apprenant les mauvais procédés dont avait pâti Catherine, et en recevant l'ordre de donner un autre cours à ses idées, Henri avait hardiment manifesté son indignation. Le général, habitué à faire la loi chez lui et nullement préparé à rencontrer une résistance formelle, supporta mal l'opposition de son fils. Mais sa colère, pour violente qu'elle fût, ne pouvait intimider Henri, fort de sa conscience. Il se sentait lié d'honneur à mademoiselle Morland, et il l'aimait. Ce cœur qu'on l'avait poussé à conquérir était maintenant sien. Froidement, il refusa d'accompagner son père dans le Herefordshire et déclara qu'il allait solliciter la main de Catherine. La colère cramoisissait le général. Ils se quittèrent. Henri, dans un état d'agitation qui ne se calma qu'après force heures de solitude, était retourné à Woodstones aussitôt. Le lendemain après-midi, il se mettait en route pour Fullerton. Chapitre 31. L'étonnement de M. et Mme Morland, appelés à donner leur consentement au mariage de Catherine avec M. Tilney, fut, quelques minutes, considérable. Il ne leur était pas venu à l'idée que ces jeunes gens puissent s'aimer. Mais comme, après tout, il était bien naturel que Catherine fût aimée, l'étonnement céda bientôt à une fierté émue. En ce qui les concernait, ils n'avaient aucune objection à faire. Les manières charmantes de Henri, le sérieux de son caractère étaient de bonne caution, et, n'ayant jamais entendu rien dire de fâcheux sur son compte, il n'était pas gens à supposer qu'il y eût rien à dire. Certes, Catherine serait une jeune ménagère bien étourdie, avait déclaré madame Morland, mais, avait-elle ajouté, rien ne valait la pratique. En somme, un seul obstacle, mais, jusqu'à ce qu'il fût écarté, les Morland ne pourraient consentir au mariage. S'ils étaient d'humeur douce, leur principe était rigide. Alors que le père de Henri s'opposait si fort à cette union, il ne pouvait se permettre de la favoriser. Que le général fît une démarche pour solliciter la main de Catherine, ou même qu'il approuvât chaleureusement le mariage, il n'en demandait pas tant. Mais, du moins, ce père devait-il dire oui. Et, dans leur cœur, M. et Mme Morland ne pouvaient admettre que ce oui fût longtemps différé. Une fois cet acquiescement obtenu, ils donneraient le leur avec joie. Ils n'en voulaient certes pas à l'argent du général. D'ailleurs, une considérable fortune reviendrait un jour à Henri, et il jouissait déjà d'un revenu qui lui assurait l'indépendance. Du point de vue pécuniaire, cette situation était bien meilleure que celle normalement à laquelle eût pu prétendre Catherine. Les jeunes gens ne s'étonnèrent pas, s'ils les déplorèrent, des réserves de M. et Mme Morland. Ils se séparèrent, s'efforçant d'espérer que le général ne s'obstinerait pas. Mais ils connaissaient son entêtement. Henri s'en retourna à Woodstones, surveiller ses jeunes plans et faire telles innovations qui auraient l'agrément de Catherine. Anxieusement, il aspirait vers le temps où elle serait là. Ne nous préoccupons pas de savoir si les tourments de l'absence furent adoucis par une correspondance clandestine. Ni monsieur ni madame Morland ne s'en occupèrent. Ils avaient eu la gentillesse de ne rien dire à ce sujet, et lorsque Catherine recevait une lettre, comme il arriva assez souvent, ils regardaient d'un autre côté. Cette inquiétude, lot maintenant de Catherine et de Henri, ne se communique pas, je le crains, à mes lecteurs qui, à la concision éloquente des pages qu'ils ont sous les yeux, voient bien que nous nous hâtons tous vers la félicité parfaite. Les voies par lesquelles nous nous y hâtons restent seules douteuses. Quelles circonstances pourront agir sur la nature rébarbative du général ? La plus efficace fut le mariage d'Éléonore avec un homme opulent et considérable. Accroissement de dignité qui provoqua chez le général une crise de bonne humeur dont il ne guérit pas avant que sa fille eût obtenu qu'il pardonnât à Henri et lui permit d'être folle à sa guise. Le mariage d'Éléonore Tilney avec l'homme qu'elle avait élu, son départ, loin des misères d'un Northanger où n'était plus Henri, pour le foyer de son choix, un tel événement est pour satisfaire tous ceux qui connaissent cette jeune femme. Ma joie à moi est très sincère. Je ne sache personne qui ait plus de droit, par ses mérites sans prétention, et qui soit mieux préparé, par ses tristesses quotidiennes, à jouir du bonheur.
Leur direction n'était pas récente, et le gentleman qu'elle épousait avait été longtemps empêché de présenter sa requête par l'infériorité de sa condition. Mais son accès inespéré à un titre et à la fortune venait d'écarter tous obstacles. Jamais le général, au jour où il avait pour seule compagne Éléonore, au jour où il mettait à l'épreuve, sans la laisser jamais, sa patience, n'avait aimé autant sa fille que lorsque, pour la première fois, il la salua du titre de vicomtesse. Son mari était réellement digne d'elle. Outre qu'il était père, riche et qu'il l'aimait, c'était encore le plus charmant jeune homme de la terre. Toute définition supplémentaire de ses mérites est, dès lors, inutile. On se représente instantanément le plus charmant jeune homme de la terre. Il me suffira d'ajouter, les règles de la composition m'interdisant d'introduire ici un personnage qui ne soit pas lié à ma fable, que c'était le même gentleman dont les notes de blanchissage, au cours d'un long séjour à Northanger, avaient été oubliées par un domestique négligent, ces notes qui avaient figuré dans une des plus affreuses aventures de mon héroïne. L'influence du vicomte et de la vicomtesse, mise au service de leur frère, eut pour adjuvant les si raisonnables conditions de M. Morland, par eux soumises au général dès que celui-ci consentit à écouter. Il apprit ainsi qu'il avait à peine été plus trompé par la première exagération de Torp à propos de la fortune des Morland que par la malveillante façon dont ce même Torp avait ensuite anéanti cette fortune. Les Morland n'étaient nullement besogneux. Catherine aurait 3000 livres. C'était là un appoint matériel si inattendu qu'il contribua fort à aplanir l'orgueil de l'homme de Northanger, et les renseignements qu'il se procura secrètement au sujet des terres de Fullerton lui apprirent que M. Allen en avait la propriété sans restreinte et que, par suite, les plus favorables hypothèses étaient licites. Sous l'empire de ces considérations, le général, peu après le mariage d'Éléonore, autorisa son fils à rentrer à Northanger. Là, il lui donna solennellement lecture d'une lettre par laquelle il envoyait à M. Morland un consentement très affable, enveloppé de déclamations redondantes. L'événement suivit bientôt. Henri et Catherine s'épousèrent, les cloches sonnèrent, tout le monde était souriant et, comme 12 mois ne s'étaient pas écoulés depuis leur première rencontre, il ne semble pas que les délais imposés par la cruauté du général leur eussent porté grand préjudice. Entrer dans le bonheur parfait, qui a 26, qui a 18 ans, ce n'est pas si mal. Je suis convaincu que les obstacles, loin de nuire à leur félicité, l'assurèrent en les faisant se connaître mieux et en fortifiant leur amour. Je laisse à qui peut s'intéresser à ce genre de spéculation le soin de déterminer si ce livre prône la tyrannie paternelle ou la désobéissance filiale. Jane Austen.